Ok, donc dans le cadre de ce module sur les théories de la gestion sociale de l'environnement, on va commencer comme dans les bonnes séries, Previously. Donc vous vous rappelez que la semaine dernière, on a fait 2 séances. La première était consacrée à une introduction. Je vous avais raconté l'histoire d'une situation complexe de gestion d'environnement avec le sapajou à Crète. Pour ceux qui doutent, ce sapajou n'existe pas. C'est une histoire fabriquée pour servir de cas d'école, mais elle ressemble tellement au vrai que même les spécialistes ont tendance à s'y tromper. Ensuite, on avait parlé de la question de la gestion. Qu'est-ce que ça veut dire réfléchir en termes de gestion, c'est-à-dire en termes d'objectifs et de stratégies pour les atteindre. Et puis ensuite, on s'était posé la question des paradigmes de l'action. Quand on dit on devrait agir sur l'environnement, à qui pense-t-on? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est les masses révolutionnaires? Est-ce que c'est un acteur motivé qui doit pousser les autres à changer? On avait vu qu'il y avait 6 cas de figure ou 6 conceptions fondamentales qui dominent aujourd'hui dans la réflexion. Dans la deuxième séance, je vous avais présenté la gestion patrimoniale. La gestion patrimoniale, c'est une des multiples approches qui pose le problème de la mise en gestion de l'environnement comme un problème de coordination, c'est-à-dire est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur la manière dont on gère l'environnement, puis après on gère l'environnement. Donc, pour cette troisième séance, on va partir sur quelque chose de tout à fait différent, qui est l'analyse stratégique de la gestion environnementale. Alors là, on est dans une situation un peu différente, parce que là, je ne vous présente pas les travaux d'autres personnes ou d'autres chercheurs, mais je vous présente le résultat de mes propres travaux, puisque c'est le cas théorique et la méthode d'approche des problèmes d'environnement que j'ai moi-même proposé et développé. Alors du coup, évidemment, ma situation n'est pas tout à fait la même, hein. J'ai un peu moins de recul, on va dire. Je suis plus impliqué dedans, donc la discussion va être un peu différente. Par ailleurs, je vais commencer là par vous donner quelques repères chronologiques. Vous rappelez que la gestion patrimoniale, premier texte qu'il la propose, c'est 1976. Ensuite, de 81 à 87, toute une série d'études par des bureaux d'études innovants sur essayer de mettre au point cette méthode. Et puis ensuite, excusez-moi, je m'interromps juste pour dire quand vous êtes en retard, vous faites le tour sur la caméra. Donc de 80 à 87, une sorte de période d'exploration pour voir ce qu'on pouvait faire avec cette approche. Et puis après 87, l'approche est normalisée, elle est développée, mise en œuvre sous la houlette d'Henri Olagnon, de ses étudiants, de tout ce qu'il a pu mettre en route. Alors pour l'analyse stratégique de la gestion environnementale, la première proposition équipée, c'est-à-dire les travaux ont commencé en 82, je vous raconterai dans un instant. En 89, le cadre d'analyse a été proposé. La période d'études exploratoires en bureau d'études, c'est 89-95. Et depuis 95, on fait des thèses, de l'enseignement sur cette base-là, etc. Donc, dans le temps, on a un cycle qui ressemble un petit peu, mais qui se situe avec 7 ou 8 ans de décalage par rapport à celui de la gestion patrimoniale. Donc, dans le cours, ce que je vais faire, c'est d'abord vous expliquer pourquoi et comment ont été posées les bases de cette analyse stratégique de la gestion environnementale. Comme pour les autres théories, et pour les suivantes, ce sera la même chose, il faut toujours se demander pourquoi quelqu'un va proposer une nouvelle approche. Et si quelqu'un propose une nouvelle approche, c'est parce qu'il n'est pas content, il y a quelque chose qui ne lui convient pas dans les approches qui existent déjà. Donc il ne faut pas seulement se demander en quoi consiste une théorie, mais pourquoi donc quelqu'un s'est dit il va falloir proposer autre chose. La théorie, elle répond à une question.
parfois à une indignation ou à une angoisse. En tout cas, elle répond à quelque chose, et on ne peut pas comprendre une théorie si on ne se demande pas à quoi elle répond, hein, à quelle motivation elle répond, pourquoi elle a été mise en place. Donc on va commencer par ça. Je vais vous donner des exemples de cas. Ensuite, je vais vous montrer les concepts clés. Et puis à la fin, je ne vais pas aller très loin sur développement et application, juste les mentionner, parce qu'on va avoir un module complet sur l'analyse stratégique dans quelques semaines. Alors, pourquoi j'ai proposé cette approche? En fait, je reviens 2 secondes sur les étapes de mon parcours. Moi, j'ai étudié l'écologie parce que je pensais que c'était la connaissance des écosystèmes qui nous aiderait à mieux les gérer. Quand j'ai vu sur le terrain, notamment en Guyane, comment les écosystèmes étaient gérés, là j'ai compris qu'on était très très loin de gérer aussi bien que ce que permettraient les connaissances qu'on avait. Du coup, ça m'a plongé un peu dans la perplexité et même une certaine forme d'angoisse, puisque c'était mon but c'était de faire avancer les choses à partir de l'écologie. Si les connaissances en écologie ne font pas tellement avancer les choses, bah, qu'est-ce qu'on fait? Le résultat, c'est qu'à la fin de mes études, à la fin de mon master spécialisé, au lieu de faire de l'écologie, je me suis lancé dans un parcours. J'ai bossé un petit peu, j'ai fait un stage au BRGM sur les études d'impact. Puis ensuite, j'ai commencé à travailler en bureau d'études. Et notamment, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Patrice Berthier. Alors c'est un nom que vous avez déjà rencontré dans le cours sur la gestion patrimoniale. Patrice Berthier, c'était un des auteurs initiaux qui a proposé la gestion patrimoniale. Et du coup, petit à petit, avec Patrice Berthier, je me suis dit que finalement, les questions que je me posais sur finalement où se prennent les décisions clés qui affectent l'environnement, comment on peut faire pour créer du changement dans ce domaine-là, ces questions prenaient tournure et j'ai commencé à travailler avec lui. Et donc, entre 79 et 82, en gros, on a fait toute une série d'études, parce que quand vous travaillez en bureau d'études, vous voyez défiler énormément à la fois de cas, de situations différentes, parce que vous avez des terrains différents, des clients différents, et puis de questions posées sous un angle différent. Et puis on faisait des études qui étaient aussi un peu de la recherche, des contrats exploratoires. Et donc en 3 ans, j'avais vu toute une série de dossiers, et puis j'avais eu l'occasion d'aborder différents angles d'attaque pour étudier ces dossiers. Donc d'une part la gestion patrimoniale, dont on a parlé la dernière fois, puisque le bureau d'études que dirigeait Patrice Berthier était en première ligne dans le développement des approches de gestion patrimoniale. Ensuite, un point qui a été capital, c'est qu'il avait été missionné, je ne sais plus si c'était en 77 ou 18 ou 19, par le ministère de l'Environnement sur la question des conflits d'environnement. L'idée étant, le champ de l'environnement il est marqué par énormément de conflits, et donc est-ce que la recherche peut nous aider à mieux analyser ces conflits pour mieux les gérer, parce que les situations conflictuelles se multipliaient. Juste une petite parenthèse, c'est important de comprendre que aujourd'hui on est dans une période de montée des conflits d'environnement. Je pense à Notre-Dame-des-Landes, Sivins ou d'autres, etc. Et il faut voir que dans les années 70, les conflits d'environnement étaient montés à une hauteur extrême. C'est-à-dire qu'il y avait les conflits des barrages de la Loire, les premiers barrages de la Loire, Nossac 1, barrage de Vidray. Il y avait les conflits autour du nucléaire, avec Crémalville et la manif qui, à la fin des années 70, où un manifestant a été tué, Plogoff, etc. Le niveau de conflictualité pour l'environnement, dans les années 70, était plus élevé qu'aujourd'hui. Il faut comprendre ça. Donc le ministère, il se disait, mais comment on va faire si partout les conflits éclatent pour continuer à gérer la situation? Et donc, Patrice Berthier avait fait une note de réflexion sur les pistes de recherche, de travail qu'on pourrait faire sur les conflits. Dans ce cadre-là, j'ai été aussi envoyé par le ministère de l'Environnement en 82 pour faire une mission sur la médiation des conflits d'environnement aux États-Unis. Parce que devant la montée des conflits d'environnement, qui n'étaient pas qu'en France, mais dans tous les pays occidentaux,
Les Américains, eux, ils ont mis au point dans les années 70, et ils expérimentaient à plus grande échelle dans les années 80, des démarches de médiation des conflits d'environnement. Comment on fait pour régler les conflits par la négociation plutôt que par des affrontements judiciaires, par exemple, si on est aux États-Unis. Et donc j'avais fait le tour des endroits où il y avait des médiateurs qui innovaient aux États-Unis pendant 2 mois pour voir comment ils faisaient. Et puis, je m'étais penché aussi sur l'environnement dans l'évaluation coût-avantage des projets. Est-ce que la valorisation monétaire des aspects environnementaux, que ce soit la biodiversité, la pollution ou l'évaluation monétaire de l'environnement, pouvait ou pas aider à mieux gérer l'environnement? Donc j'avais vu tous ces différents aspects, mais le résultat, c'est que j'étais quand même très perplexe parce qu'aucun de ces angles d'attaque ne me satisfaisait. Et par ailleurs, j'étais un peu dérouté par la diversité incroyable des problèmes qu'on mettait dans le champ de l'environnement. Des problèmes de bruit causés par le trafic en ville, des problèmes de biodiversité sur les oiseaux dans les zones humides, des problèmes de pollution de l'eau et tout. Qu'est-ce qu'il y avait de commun là-dedans? Et est-ce qu'on allait trouver une sorte de modèle? Comment se faire une idée claire sur qu'est-ce que c'est qu'un problème d'environnement et où se situe le ressort clé du changement? Comment comprendre le problème de changement? Est-ce que les problèmes d'environnement partagent en commun une problématique de changement, ou est-ce que c'est juste des problèmes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui sont rassemblés là-dedans par pure convention? Et donc, en 82-3, tout ça s'accumulait sur ma table, ces études, ces angles d'approche, etc. Et je ressentais fortement le besoin de remettre de la cohérence dans tout ça. Et du coup, j'ai commencé une thèse sous la direction de Claude Henry. Mais c'était une thèse qui venait de mon propre questionnement. Comment je vais comprendre ces situations de gestion environnementale? Est-ce que je peux en proposer une idée générale, un modèle conceptuel général? Je voulais aussi que ce modèle soit orienté vers l'action. Et finalement, ma recherche, je pouvais la résumer dans une formule d'un texte de réflexion que j'ai écrit en 87 et dans lequel que j'avais intitulé Aims in Nature, Means in Society. Autrement dit, nos buts en matière d'environnement, ils sont dans la nature. Si je veux sauver les orang-outans en Indonésie, il s'agit bien de la matérialité de la population d'orang-outans et de ses écosystèmes. Mais les moyens pour y parvenir, c'est des moyens dans la société. Donc c'était ça mon fil conducteur. Le point clé, et c'est là qu'on va voir comment je suis arrivé au type de proposition que j'ai faite, c'est que je travaillais dans une équipe qui était complètement impliquée dans le développement de l'audit patrimonial et que moi-même je participais à ces études de faisabilité sur comment développer l'audit patrimonial. Par exemple, l'étude sur la Sèvre nantaise. Or, à chaque fois, je me trouvais dans des petites confrontations avec mes amis et collègues. Chaque fois qu'on avait un cas de terrain, je disais « Ok, mais le problème écologique, là, la pollution de l'eau dans la Sèvre nantaise, là, sur le cas qu'on étudie, comment on s'assure que ce problème va être résolu ?» Et à chaque fois, la réponse était la même. C'était une réponse du genre « Oui, tu sais, ce souci pour l'environnement et la pollution de l'eau, ça n'est qu'un des problèmes ou qu'un acteur qui se pose ce problème, mais les autres acteurs se posent d'autres problèmes. Et donc, on verra bien ce qui sort de la discussion des acteurs. » Et moi, ça ne me satisfaisait pas, si vous voulez. Si moi, je pose une question sur est-ce que oui ou non, on va arriver à résoudre le problème de gestion de l'eau, la réponse « on verra une fois qu'il y aura eu la négociation » n'est pas une réponse. Ça m'énervait d'autant plus que la tonalité était toujours un peu ironique. Du genre, si tu te braques sur une seule question, par exemple la pollution de l'eau dans la Sèvre nantaise, c'est que tu es un peu bouché, c'est que tu ne vois pas les multiples autres points de vue, c'est que, en fond, tu n'arrives pas à relativiser une préoccupation par rapport aux autres préoccupations. Mais moi, je n'avais pas du tout envie d'être relativisé, si vous voulez. Le fait de me dire le processus va décider quel est le problème important,
pour moi, c'était exactement la même chose que si on me disait, le problème que tu portes n'est pas important. Donc, au bout d'un certain temps, hein, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans de cette participation aux études patrimoniales, je me suis dit, mais non, je ne me satisferai pas de cette réponse. Donc moi, ce que je veux, c'est une approche, une manière de poser le problème, qui soit telle que si quelqu'un pose une question sur est-ce que le processus social va déboucher, oui ou non, sur un bon résultat écologique sur la question que je pose, est-ce qu'on va arriver à sauver les orang-outans? Est-ce qu'on va arriver à arrêter les algues vertes en Bretagne? Moi, je cherche un cadre d'analyse qui permette de répondre à ces questions et qu'on n'ait pas des réponses du genre on verra, vous savez, ce problème, il faut le peser avec d'autres, puis on verra ce qui sort, etc. Donc, moi, mon but, c'était bien qu'un problème de nature étant posé, dans la nature, on puisse travailler à répondre en disant ben, voilà ce que seraient des réponses efficaces et par contraste, voilà ce que seraient des réponses pas efficaces ou des théories qui noient le poisson. Donc vous voyez qu'au départ, il y avait cette frustration et j'ai essayé de lui donner corps en disant ben non, moi je veux une manière d'étudier les problèmes d'environnement qui répondent à mes questions et qui ne renvoient pas en touche. Le deuxième point de départ, c'était une observation empirique. C'est que chaque fois que je voyais un dossier d'environnement, et chaque fois que je voyais qu'on avait réussi à résoudre un problème d'environnement, eh bien c'est parce que il y a des acteurs qui avaient poussé dans le sens de l'environnement. Alors, à la même époque, dans les années 80, il y a un chercheur bien connu qui s'appelle Francis Chateaurenaud, qui travaillait sur la notion de tireur d'alarme. Donc lui, il disait, en fait, ce qu'il faut pour régler les problèmes de risque ou d'environnement, il y a besoin de tireur d'alarme, de quelqu'un qui signale le problème de manière à ce qu'ensuite il puisse être pris en charge. Mais moi, ce que je constatais, c'est que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que sur l'environnement, il y a une foule de problèmes où le signal est parfaitement tiré. Sur les orang-outans, je veux dire, il n'y a pas de problème de signal d'alarme. Ça fait 30 ans qu'on sait exactement quelle est la situation, quelles sont les causes du problème, et qu'on peut suivre l'évolution du problème. Sur les algues vertes, il n'y a pas besoin de tireurs d'alerte. Tout le monde peut regarder la télé et voir les milliers de tonnes d'algues vertes ramassées par des camions, traitées dans des usines, etc. Et les dangers que ça pose. Et donc, en fait, ce que je constatais dans les dossiers où on avait réussi à prendre en charge un problème d'environnement, c'est que non seulement il fallait des acteurs pour tirer l'alarme, mais il fallait que ces acteurs poussent jusqu'au bout, jusqu'à marquer l'essai, si on prend une métaphore de rugby, pour que le problème d'environnement soit résolu. Et par ailleurs, j'observais que dans la quasi-totalité des cas, il y avait une forte conflictualité associée au traitement de ces problèmes d'environnement et que les revendications en faveur de l'environnement se heurtaient à une résistance nette. Donc pour moi, il y avait donc cette préoccupation. Je ne veux pas qu'on noie le poisson de la question environnementale précise qu'on se pose à un moment donné. Et puis deuxièmement, je voyais bien qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui prenne les dossiers et qui le porte face aux autres, même à travers le caractère très conflictuel éventuellement que ça pouvait prendre. D'un point de vue plus abstrait, en fait, ce que je voyais aussi dans les approches qui m'étaient proposées ou auxquelles je participais, c'était deux paradoxes. Le premier paradoxe, c'est celui dont sont entachées les approches de la coordination. Si vous prenez les mêmes acteurs qui sont déjà les acteurs du problème, par exemple de l'eau et de l'agriculture en Bretagne, si vous les mettez autour de la table dans une optique de coordination et que vous pensez que la négociation entre eux est la solution, ça pose quand même un problème, en ce sens que la négociation, par définition, elle va donner une solution au prorata des rapports de force. Donc si ce sont les mêmes acteurs qui résolvent le problème dans le cadre du même rapport de force, on ne comprend pas très bien comment ça peut faire changer les choses.
Alors je suis un peu de mauvaise foi, je pousse à l'extrême. Hein. Oui, ça peut changer les choses dans un cas particulier. C'est le cas où ces acteurs n'étaient pas en communication les uns avec les autres, c'est-à-dire ne se connaissaient pas et ne connaissaient pas les positions des autres. Là, oui, on revient sur ce que je vous ai dit l'autre fois sur la gestion patrimoniale. Mais dans la majorité des dossiers que je vois, si vous voulez, sur les algues vertes en Bretagne, les acteurs se connaissent par cœur. Ça fait 30 ans qu'ils se jouent au chat à la souris, qui viennent aux mêmes réunions, qui font des études pour comprendre la logique des autres, etc. Donc il n'y a aucun problème de coordination, il y a un problème de changement. Donc moi je nous sentais étouffés déjà dans ce paradoxe. Alors à l'époque c'était moins aigu, mais... de l'institution du statu quo. Le deuxième paradoxe, c'est celui qui guettait les outils économiques ou les outils, disons, du paradigme du gouvernement. C'est-à-dire que il me semblait que ces approches, elles partaient de l'idée qu'il y avait un opérateur qui utilisait des instruments pour faire bouger des acteurs. Mais ça, pour que ça marche, il faut que l'opérateur ait un pouvoir beaucoup plus important que les acteurs qui veulent essayer de faire bouger. Sans ça, les acteurs vont réagir et vont soit ne pas bouger, soit même renverser celui qui veut les faire bouger. Donc, il suffit de continuer sur mon exemple des algues vertes. Par exemple, on pourrait très bien calculer quelle serait la taxe à mettre sur les engrais ou sur les processus de production riches qui utilisent beaucoup trop d'engrais en Bretagne, pour dissuader les agriculteurs d'y recourir. Mais il saute aux yeux que si le gouvernement essayait de mettre en place une telle taxe, il se trouverait confronté à des remontées et des résistances politiques tellement fortes qu'il ne pourrait pas mettre en place cette taxe. Donc le deuxième paradoxe, c'est celui des approches qui imaginent qu'on a un acteur suffisamment puissant et qui ensuite se demande comment il pourrait faire. Sauf que, il ne suffit pas d'imaginer. Donc moi, quand je lis en matière d'environnement des littératures, et il y en a beaucoup qui disent, bien sûr, ils ne disent pas « imagine », mais en fait, quand on lit ce que ça veut dire « imagine qu'il y ait quelqu'un qui ait à la fois la motivation et le pouvoir suffisant, alors quel instrument devrait-il utiliser ?» Et donc, moi, j'étais déjà très, très... alerté sur ce problème-là, et je voulais réfléchir à des approches qui ne souffrent pas de ce biais-là. La question la plus importante, c'est comment on fait pour avoir un acteur qui est en même temps suffisamment motivé et qui a suffisamment de pouvoir pour faire bouger les autres. Après, la question des instruments, elle est secondaire. Donc je cherchais à sortir de ces deux paradoxes qui entachaient, d'après moi, le premier, le paradigme de la coordination, le deuxième, le paradigme du gouvernement. Parfois, le paradigme du gouvernement, mettre en place une taxe peut forcer quand même les forces, les personnes concernées à mettre en place vraiment des actions pour résoudre le problème, en fait. Parce que ça leur coûte plus cher de continuer comme ils faisaient avant que de trouver des solutions. Oui, mais la question, c'est que si on a réussi à mettre en place une taxe qui effectivement oblige les gens à changer, c'est parce qu'on a réussi d'abord à établir un rapport de pouvoir avec ces gens qui font qu'ils ont été obligés d'accepter les règles de la taxe. Je prends un exemple, c'est ça le paradoxe. C'est le moment le plus difficile, c'est pas d'imaginer quelle taxe serait efficace. Le moment le plus difficile, c'est d'arriver à imposer la nouvelle règle du jeu qui va faire changer les choses. Alors on a un dossier extraordinaire dans les dernières années, mais vraiment monstrueux, de cet ordre-là. Est-ce que vous voyez lequel c'est? Pardon? Pour être plus précis, l'écotaxe. L'écotaxe sur les poids lourds. C'est-à-dire que le gouvernement a mis en place un système pour taxer les transports par la route générateurs de pollution par le carbone. Et en face, les personnes que c'était censé faire changer se sont retournées contre le gouvernement et ont réussi à bloquer tout le système. La société de 130 personnes qui a été déjà mise en place pour gérer le système
a été annihilé de la surface de la Terre. Tous les équipements qui avaient été mis en place, l'ordre de grandeur, je crois, c'est plusieurs centaines de millions, voire 1 milliard. On est de l'ordre du milliard d'euros. Donc l'idée qu'un système intelligent pour faire changer les autres va les faire changer, elle suppose en amont qu'on est capable d'imposer, qu'il y a un rapport de force. Alors c'est pas forcément d'imposer, mais qu'ils acceptent de jouer le jeu de changer, ou bien qu'il y a un rapport de force tellement dissymétrique qu'on peut leur imposer de changer. L'écotaxe, c'est les bonnets rouges, on est d'accord, c'est ça? C'est les bonnets rouges qui ont lancé le pétard de la résistance à l'écotaxe. Mais derrière eux, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'autres gens. Mais à quel moment on peut définir que les personnes qui sont censées accepter l'application sont vraiment d'accord? Parce que des fois, des acteurs disent ok, on va le mettre en place, ça va bien se passer. Mais c'est peut-être les responsables qui disent ça en façade, mais derrière, il y aura pas... Eh bien, c'est une fois que c'est fait. C'est-à-dire une fois que effectivement les gens ont commencé à payer la taxe ou à changer ce qu'ils font, etc. C'est un coup de poker du coup, parce qu'on ne peut pas savoir si ça va réellement marcher, non? Ben, c'est pas un coup de poker, c'est un match de rugby. C'est-à-dire que vous savez que le truc est fait une fois que le ballon il est plaqué de l'autre côté. Donc quand les gens payent la taxe depuis 3-4 ans et que la taxe rentre effectivement dans les caisses, là les choses sont réorganisées. Avant, on est dans un jeu de stratégie, dans un jeu de pouvoir. Mais qu'est-ce qui aurait pu être fait du coup, à part un manque de volonté politique de la part du gouvernement, un manque de volonté de vraiment appliquer la taxe, qu'est-ce qui, à part ça, qu'est-ce qui... Moi je comprends pas cette notion de volonté politique. Le fait d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire le gouvernement décide d'instaurer une écotaxe, il y a une bronca des agriculteurs, des transporteurs de la région de Bretagne. Bon, alors on reprend l'exemple du rugby. Imaginez que vous êtes au rugby, vous êtes à 5 mètres de la ligne d'essai, vous avez déjà fait 35 mètres, donc vous êtes très proche du but, vous êtes 2 de votre équipe, et en face, il y a 4 gars plus gros, plus forts que vous, des All Blacks, qui vous barrent le passage. Est-ce que c'est une question de volonté? Cette notion de... Pardon? La réalité a montré... Le gouvernement les aime comme les All Blacks, mais d'un point de vue objectif, c'est pas les All Blacks. Le problème, c'est que les types si vous arrivez à 2 et qu'il y en a 4 en face, après dans le vestiaire, les gens peuvent toujours vous dire, mais non, tu les as perçus comme 4... Non, le rapport de force, c'est une réalité. C'est-à-dire que si chaque fois que quelqu'un perd dans un rapport de force, vous interprétez ça comme une absence de volonté, vous ne pouvez pas comprendre les affrontements de pouvoir. Alors c'est vrai qu'on peut toujours imaginer, et il y a des fois où ce sera peut-être vrai, on ne le saura pas, puisqu'on n'a pas essayé, que si on s'était battu jusqu'à la mort, on aurait fini par gagner. Mais dans la majorité des cas, quand vous arrêtez parce que sans ça c'est la mort, si vous étiez battu jusqu'à la mort, vous seriez mort. Et donc, cette notion de volonté politique, pour moi, elle est incompréhensible. On peut très bien avoir la volonté et perdre. C'est comme si on dit... Voilà. Là, c'est ce qui s'est passé. Là, c'est ce qui s'est passé. Le gouvernement peut déserter en race campagne. Mais il a déserté, non pas parce que il s'est dit non, finalement, ce truc, c'est pas intéressant, mais parce qu'il a vu que les forces politiques qui étaient dressées contre lui, il n'allait pas pouvoir les surmonter sans des dommages par ailleurs qu'il n'était pas prêt à couvrir. Quand vous avez les 4 types entre la ligne d'essai et vous, si vous êtes prêt à aller à l'hosto pendant 3 mois, oui, vous pouvez faire preuve de volonté. Ça ne va peut-être pas changer grand-chose sur le résultat final. Donc cette notion de volonté, elle repose sur l'idée que le gouvernement, quand il veut, il peut. Mais c'est pas vrai ça. Non mais je suis d'accord avec vous sur ce que vous avez dit, mais par contre pour sur le cas particulier. Pour le cas particulier des portiques péage en montagne. Bon là on peut à chaque fois on peut se dire mais qu'est-ce qui serait passé si on était allé jusqu'au bout? Mais la notion de volonté politique, elle repose sur l'idée si on avait voulu, on aurait pu, a priori. Donc ce que j'essaie de dire, c'est en fait arriver à mettre en place un système et des nouvelles règles du jeu, ça suppose d'abord, ou en même temps, pour utiliser un mot à la mode, ça suppose en même temps qu'on arrive à fabriquer suffisamment de pouvoir pour que ces règles du jeu tiennent. Et donc,
voilà, ça, ce point-là, pour moi, est crucial. Pourquoi ça a arrêté, du coup, cette écotaxe? Parce que d'un côté, bon, il y avait les éleveurs porcins bretons qui étaient contre, mais je sais qu'il y avait les Alsaciens et les Basques qui étaient pour, parce qu'ils en avaient marre des passages de camions chez eux. Donc d'un côté, finalement, il y avait presque un rapport, il y avait des gens pour, des gens contre. Oui. Alors en fait, qu'est-ce qui a fait que ça a échoué? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un lobby parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils faisaient ça, les éleveurs porcins bretons, ils ne pouvaient pas survivre? Ou est-ce qu'il y avait autre chose, des lobbies derrière, ou de l'industrie, ou juste vraiment parce qu'il y avait les Bretons qui étaient pas contents? Ben, en fait, je vais aller droit au but. Pour moi, la politique, c'est le domaine d'activité humaine qui consiste à désigner les perdants et à leur faire accepter de perdre. Hein. C'est ça la politique. Donc, dans le cas de l'écotaxe, les perdants, c'était l'agriculture bretonne. Et puis d'ailleurs d'autres aspects de l'économie bretonne, hein, l'agroalimentaire, etc. Parce que eux, ils ont des coûts incontournables de transport routier pour évacuer leurs produits. Donc ces perdants-là, eh bien, ils étaient trop forts pour que le gouvernement... Alors le gouvernement avait donc désigné les perdants, mais il n'était pas assez fort pour imposer... Enfin, ces perdants-là étaient trop forts pour qu'on arrive à leur imposer d'accepter de perdre. Les gagnants, en fait, les gagnants, ils se mobilisent moins souvent, si vous voulez. C'est-à-dire c'est plus compliqué de se mobiliser du côté des gagnants. Et pour les perdants, c'est plus immédiat, c'est plus facile pour eux de se fédérer, c'est plus facile pour eux de se présenter comme des victimes, etc. Mais en tout cas, il suffit que les perdants arrivent à se mobiliser et à créer assez de pouvoir pour mettre en échec une mesure. Est-ce qu'on peut aussi se poser la question comment ça se fait du coup qu'ils aient pas proposé une alternative en se disant si jamais ça une alternative à ce qu'ils constataient qui ne marchait pas, et deux, sur la notion d'outil, sachant qu'on est dans un pays où la réception d'une nouvelle taxe en général, quelle qu'elle soit, est quand même pas très bien perçue. Donc comment ça se fait qu'ils se soient dit allons rajouter un outil qui, en l'occurrence, est un outil non pas d'encouragement, comme par exemple pour les politiques énergétiques avec du crédit impôt, et qu'ils se soient dit, allons taxer des gens qui sont déjà taxés, en termes oui, mais on est aussi dans un pays où tant qu'on ne rajoute pas une taxe, le public a l'impression qu'on n'a rien fait. Donc, pour rendre lisibles les choses, en fait, si en France on n'a pas rajouté une loi ou une taxe, on a l'impression d'avoir rien fait. C'est d'ailleurs justement cette espèce d'obnubilation qui est aujourd'hui où le gouvernement actuel a annoncé que avant les élections, dans le programme de Macron, il y a l'idée, on va essayer de sortir de ce logiciel-là et de ne pas empiler sans arrêt encore des réglementations. Donc on est très ambivalent par rapport à ces taxes. Sur les alternatives, oui, le gouvernement a mis en place une alternative quand ça a bloqué sur l'écotaxe. Je ne me rappelle plus ce qu'il a fait. Il a bougé le curseur sur une autre taxe liée au carbone, mais qui, elle, ne supposait pas un prélèvement automatique. Je crois qu'il a fait bouger la TIPP ou un truc de ce genre. Et alors, la dernière question, c'est pourquoi on n'a pas vu de plan B? C'est aussi parce que dans ce cas particulier, il y avait des plans B aux différentes étapes, mais on est allé tellement loin qu'il y avait énormément de moyens qui avaient été coulés dans cette affaire-là, qui avaient été investis dans cette affaire-là, d'où son côté spectaculaire quand on a reculé. Mais il y a des cas encore mieux. Hein. Quand j'habitais en Autriche dans les années 80, l'Autriche s'était lancée dans la construction d'une centrale nucléaire dans les années 70. Et elle a terminé la centrale nucléaire au début des années 80. Donc ils avaient leur centrale nucléaire au bord du Rhin, donc vous imaginez, du Danube, pardon. Vous imaginez l'investissement que c'est, de mettre en place une filière nucléaire et de construire la première centrale. Et au moment où ils ont voulu tourner la clé de démarrage dans la centrale, il y a eu une mobilisation de protestation du public complètement incroyable, qui fait qu'ils n'ont jamais pu démarrer cette centrale et qu'elle est devenue un écomusée. Donc là, vous imaginez la quantité de perte, le niveau de perte économique. Donc là, encore une fois, on est dans un cadre où il ne suffit pas de se dire « je choisis telle filière énergétique, je la mets en œuvre ».
Mais derrière ça, il y a une variable plus importante. Est-ce que je vais réussir à faire accepter ce que je veux faire? Et donc, plus ça coince en fin de parcours, plus c'est spectaculaire. C'est comme les fiançailles qui seront à l'hôtel de mariage, c'est plus spectaculaire. Vous voyez ce que je veux dire? Le fiancé ou le marié ou la mariée se débite au dernier moment alors que tout le monde est en train de poireauter dans l'église, c'est plus spectaculaire. Mais c'est que la pointe de l'iceberg, et il faut voir qu'il y a énormément d'autres cas dans lesquels le processus de décision essaye de mettre en place un système et ça coince à un stade ou à un autre. Hein. Donc les cas spectaculaires ne sont pas du tout isolés, ils sont simplement le côté spectaculaire. Mais c'est très compliqué d'anticiper d'avoir une idée claire du niveau de contestation qu'il va y avoir sur un projet. Ils peuvent se faire surprendre, penser que ça peut passer plus facilement et puis se faire surprendre et pas arriver à anticiper ça. Alors, premièrement, d'un point de vue sur le plan théorique, c'est impossible à anticiper. C'est-à-dire qu'on est dans un affrontement stratégique, et dans un affrontement stratégique, on ne sait pas d'avance qui va gagner. Sans ça, ce n'est pas un affrontement stratégique. Quand une guerre démarre, on ne sait pas qui va gagner. Si on sait qui va gagner, il n'y a pas tellement de chances que la guerre démarre. Si un des deux camps est sûr de perdre, il n'y a pas tellement de chances que la guerre démarre. Donc le fait que l'issue soit incertaine, ce n'est pas dû à une imperfection du système, etc. C'est dû au fait que comme il y a un affrontement de pouvoir qui est inhérent à la situation, c'est-à-dire les uns veulent faire changer, d'autres ne veulent pas, donc on ne sait pas qui va gagner. Hein, donc le fait de ne pas savoir n'est pas une anomalie, c'est la base même d'un affrontement de pouvoir. Ceci dit, ce qu'on peut faire, c'est réfléchir sérieusement à ce qui peut faire qu'on gagne ou pas et aux chances qu'on a de gagner. Donc effectivement, si une guerre s'apprête à être déclarée, les belligérants ont intérêt à réfléchir en se disant, mais au fond, est-ce que j'ai des chances de gagner? Alors dans le champ de l'environnement, ça porte un nom technique, ça s'appelle les études de contexte aujourd'hui. Hein, donc si vous êtes un aménageur qui construit des barrages ou des routes ou des centrales nucléaires ou des champs d'éoliennes, hein, n'importe quelle installation qui pose des impacts environnementaux et qui fait des gros perdants, eh bien, vous pouvez faire des études de contexte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un territoire, vous envoyez des bureaux d'études en sociologie, interviewez les gens, regardez qui pourrait se mobiliser, qui est-ce qui a la capacité de nuisance pour empêcher les projets, ou bien est-ce que c'est des perdants qui n'ont aucune capacité de mobilisation et donc on peut y aller, il n'y aura pas de problème. Donc, les aménageurs font faire ces études de contexte, ils les ont dans leur tiroir, et quand ils veulent faire des projets, ils sortent l'étude de contexte pour anticiper sur qui est susceptible de se mobiliser, ou bien où est-ce qu'il faut mettre les perdants, parce que c'est là qu'ils ne pourront pas se mobiliser. Hein? Oui, est-ce qu'en plus de ça, on ne peut pas en amont diminuer les risques par des campagnes de communication ou d'éducation justement ça fait partie de la stratégie. Expliquer aux perdants qu'ils ne perdent pas, c'est de la stratégie. Ça fait partie de la stratégie d'action. Vous verrez, vous serez mieux après. Voilà. Il n'est pas possible de sortir de cette dualité gagnant-perdant? Ça n'est possible que dans les cas où tout le monde gagne. Mais il y a beaucoup dans les dossiers concrets, c'est rarement le cas. C'est-à-dire que, on y reviendra en grand détail dans le module sur la négociation, c'est différent de dire on peut trouver des solutions intelligentes pour les deux dans lesquelles on essaie de minimiser les pertes et de créer de la valeur à partager. Ça c'est vrai. Mais des solutions dans lesquelles personne ne perd, ça c'est beaucoup plus problématique. On ne peut pas à la fois rendre piétons et cyclables les axes centraux de Paris et ne pas faire perdre les gens qui ont besoin ou qui veulent leur véhicule dans Paris. Donc là, il y a des perdants, c'est clair et net. Et sur les éoliennes, il y a des perdants, sur les algues vertes, il y a des perdants. Quand on prend un dossier d'environnement, on tombe
pratiquement toujours sur un cas où où les intérêts, il y a des oppositions d'intérêts. Après, on peut s'arranger pour que la perte soit moins forte. Oui, mais c'est pas la même chose, si vous voulez. Mettons qu'on fasse une restructuration d'entreprise et qu'on négocie. L'idéal, ce serait de baisser votre salaire de 35%. Et puis on négocie et au bout du compte, chacun met de l'eau dans son vin, on trouve une solution très intelligente qui permet que ça fonctionne et vous ne perdez que 15% de salaire. Est-ce que ça garantit le fait que vous allez accepter? C'est pas sûr. C'est-à-dire que le fait qu'on m'explique que j'aurais pu perdre plus, on vous met une ligne TGV au fond de votre jardin, votre maison perd 90% de sa valeur, et on vous dit « Ah, on va mettre un mur anti-bruit, c'est super, là tout le monde y gagne, vous y gagnez, voilà, votre maison elle aura perdu que 80% de sa valeur, et vous aurez le bruit des TGV, vous n'aurez que 80 décibels au lieu de 85. » Voilà, c'est gagnant-gagnant. Donc, atténuer la perte n'est pas une garantie sur le fait qu'il n'y aura pas de résistance. Donc, en tout cas, ce que je tire de cette discussion, c'est que la question du pouvoir interroge, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On a du mal à se résoudre à ce caractère extrêmement cru qui est qu'il y a une lutte de pouvoir entre des gens et qu'au bout du compte, il va y avoir des gagnants et des perdants. Alors ils gagnent plus ou moins, ils perdent plus ou moins, ce n'est pas forcément les mêmes qui gagnent et qui perdent, mais il y a le pouvoir est au cœur du système. Alors que dans les approches de coordination, c'est la communication et l'information qui sont au cœur du système. Ce n'est pas la même chose de dire c'est un problème de malentendu ou c'est un problème de pouvoir. Vous voyez, donc là, on est dans un switch très très fort en disant les problèmes d'environnement, est-ce que c'est des problèmes de malentendu où on comprend mal le truc, on n'a pas assez discuté, ou est-ce que c'est des problèmes de pouvoir? Voilà, là, avec l'analyse stratégique, on va partir dans l'idée, la partie pouvoir est au socle et elle est incontournable. Donc, deuxième phase, je vais vous présenter des exemples qui datent de ces études de l'époque, au moins le premier, mais les autres aussi, je crois. Et donc, à partir de ces exemples, je vais pouvoir on va continuer à illustrer le thème qu'on a déjà introduit, et puis je vais pouvoir vous introduire des notions clés d'analyse stratégique. Alors, l'exemple clé, c'est le cas des feux de forêt en Corse, qui a été étudié en 78, je crois, 1978, par Jean-Marc Nathalie, dans le cadre des travaux sur la comptabilité patrimoniale que dirigeait Jean de Montgolfier, comptabilité patrimoniale de la forêt méditerranéenne, dont le contexte général, je l'avais évoqué l'autre fois, était est-ce qu'on peut faire des comptes satellites de la comptabilité nationale pour faire une comptabilité nationale verte? C'était 1978. Donc, ils font une étude de cas sur les feux de forêt en Corse, dans un endroit qui s'appelle le canton de Venaco. Et dans le PowerPoint, vous avez le schéma qui a été le résultat de cette étude de cas. Alors, quel est le problème? Dans ces années 70, il y avait fréquemment, donc le canton de Venaco, c'est des collines ou des petites montagnes qui sont couvertes essentiellement de maquis, un peu de pâturage ouvert et puis de forêt, avec des gros villages comme ailleurs en Corse. Et il y avait très fréquemment des feux. Et puis ces feux étaient de plus en plus graves, et malgré la mise en place des dispositifs de pompiers avec les premiers Canadair, des dispositifs techniques de plus en plus puissants, j'y reviendrai dans un moment. Donc le but de l'étude, c'était de comprendre, mais comment ça se fait qu'il y a ces feux de forêt en Corse? Et comment ça se fait qu'on n'arrive pas à résoudre le problème? Premier élément de l'étude, est-ce que ça a une importance, ces feux de forêt? C'est-à-dire, est-ce que ça a un impact écologique? Parce qu'après tout, si ça brûlait, que ça repoussait sans impact, ce ne serait pas très inquiétant.
Alors, pourquoi c'est inquiétant? La première raison, c'est une raison de sécurité civile, c'est-à-dire que si les feux touchent des villages et brûlent des maisons, là, ça devient très problématique, ou si jamais des gens étaient concernés. La deuxième raison, alors l'étude qui a été mise en place par Jean de Montgolfier a commencé par une étude écologique pour regarder l'impact sur l'écosystème de ces feux. Et ce que l'étude a montré, c'est qu'à chaque incendie, on perdait une partie du capital organique du sol. Et donc, si au départ, on avait une belle forêt avec un beau sol, elle brûle une première fois. Après, derrière, on va avoir une forêt secondaire, enfin une autre forêt qui va repousser, avec un peu de moins de sol. Déjà, elle a perdu une partie de sol dans le premier incendie. Si ça brûle une deuxième fois, on va perdre encore du sol. Là, c'est du maquis qui va repousser. Et puis à chaque fois que le maquis va brûler, il va brûler puis repousser, il va repousser sur une base où il y a moins de sol. Et donc petit à petit, sans que ça se voie de manière spectaculaire, c'est tout le capital sol qui est en train de partir dans le canton de Vénaco au moment de l'étude. Ça ne se voit pas beaucoup parce qu'à chaque fois tout reverdit. Mais en fait, il y a une différence énorme entre un maquis qui repart sur un sol presque au ras de la roche, et qui a un potentiel de pousser juste à 1,50 m, et puis un sol profond de 50 cm qui pourrait porter une forêt de pins laricio. Donc de manière souterraine, un peu sous cette végétation qui brûle et qui repousse, il y a la disparition progressive du potentiel de fertilité du sol. Okay. Donc là, on a élucidé un premier enjeu. C'est la matérialité du problème. On n'est pas des sociologues au sens où on s'intéresse seulement à ce que les gens ont dans la tête ou la manière dont ils se représentent la question. On va voir, aims in nature, est-ce que dans la nature ça a un effet? Ensuite, la question qui se pose, c'est pourquoi ça brûle? Ça brûle parce qu'on y met le feu. Qui met le feu? Eh bien, ce sont les bergers qui mettent le feu. Pourquoi mettent-ils le feu? Ils mettent le feu parce qu'on est dans un élevage hyper extensif dans lequel le berger lâche ses brebis, elles vont pâturer dans les zones un peu ouvertes où il y a de l'herbe, et puis ensuite on les traite, on fait du fromage corse ou des agneaux. Et donc, le problème, c'est que en Corse, la végétation pousse très vite parce qu'il pleut pas mal, il y a de la chaleur. Et donc, la partie herbe est envahie par le maquis. Et donc, régulièrement, les bergers brûlent le maquis. Une fois que le maquis a brûlé, ça repousse derrière. Ce qui repousse, c'est de l'herbe. Et donc, là, les moutons peuvent y aller. Donc, en fait, régulièrement, les bergers ouvrent en brûlant le maquis pour récupérer de l'herbe pour les moutons. Ah bon, ok. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on a mis en place en face de ça, c'est d'une part des pompiers, c'est-à-dire on a mis en place un système technique de pompiers, et vous voyez dans le schéma que les pompiers, c'est 2-3 emplois à plein temps sur le canton de Vénaco, plus 20 à temps partiel. C'est-à-dire que pour beaucoup d'hommes dans le canton de Vénaco à cette époque, ils sont pompiers vacataires, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un incendie, ils font le job, ils vont aller éteindre le feu, ils sont rémunérés pour ça. L'analyse de Jean-Marc Nathalie, c'est celle qui est dans le schéma sur le PowerPoint. Elle consiste à dire, voilà, considérons ça comme une organisation, comment ça fonctionne. Il y a une vingtaine d'éleveurs. Ces éleveurs, leur revenu vient essentiellement des subventions publiques. On est dans des systèmes d'élevage où l'éleveur ne gagne pas plus que les subventions qu'il reçoit. Donc, les pouvoirs publics soutiennent une filière d'élevage de moutons avec 20 éleveurs. Ces éleveurs mettent le feu. De l'autre côté, les pouvoirs publics payent des pompiers pour éteindre le feu. Et par ailleurs, ils payent des sapeurs forestiers pour essayer de dégager le maquis aux endroits où ça ferait courir du risque aux habitations, ou bien ils essayent de créer des pare-feux. Donc ça, c'est 8 emplois sur Vénaco.
Donc si on regarde, donc pour Jean-Marc Nathalie, on est dans un système où on paye une vingtaine d'éleveurs pour mettre le feu et où on paye 10 personnes à temps plein et 20 personnes à temps partiel pour éteindre le feu. Et il en conclut que ce système feu est le plus gros employeur du canton de Vénaco, puisqu'il fait vivre 40 personnes avec les familles qui sont derrière. Ce système feu, il est maintenu en place par des élus locaux, des pouvoirs publics, l'Office des forêts, le parc régional, la direction départementale de l'agriculture qui encadre et soutient l'élevage ovin en Corse. Et on va voir d'autres acteurs. Donc, on a ce jeu d'acteurs, sur ce système d'acteurs, qui fonctionne d'une certaine manière autour de Vénaco. Et cette manière de fonctionner crée des feux qui érodent le potentiel de fertilité. Alors, on a un problème environnemental, comme on en a plein d'autres. Donc on prend les algues vertes en Bretagne, on a un système agricole breton qui produit des algues vertes. Et puis on a des gens qu'on paye pour ramasser les algues vertes et les traiter. Donc, or, on a essayé énormément de stratégies pour changer le problème. C'est ça qu'il faut voir sur l'environnement, c'est que les problèmes ne sont pas nouveaux le plus souvent. Et donc, il faut regarder ce qu'on a essayé de faire. Alors, dans le cas de la Corse, c'est spectaculaire parce qu'on a à peu près tout essayé au moment où Jean-Marc Nathalie fait son étude de terrain. D'abord, évidemment, on a mis en place la prohibition. Dit autrement, c'est interdit de mettre le feu. Et non seulement c'est interdit, mais le Code pénal prévoit des peines extrêmement graves d'emprisonnement et d'amende pour les gens qui ont mis le feu. Donc, Jean de Montgolfier a même exhumé une lettre de Napoléon Bonaparte qui donnait des instructions au préfet du Var de faire fusiller ceux qui mettent le feu. Alors, ce n'était pas en Corse, mais c'était le même type de problème. De faire fusiller ceux qui mettent le feu et qui terminait en disant « si vous ne les attrapez pas et que vous ne les fusillez pas, c'est vous qui allez sauter. » Je changerai de préfet. Donc, la prohibition, elle est bien en place. Normalement, le problème devrait être résolu. Eh ouais, non, ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? C'est d'autant plus étonnant que dans le cas de ces incendies en Corse, on sait qui met le feu. C'est le berger qui a besoin du pâturage. C'est pas comme si on a des pyromanes qui font ça pour s'amuser dans le midi de la France, dans certains des incendies actuellement. Donc on sait qui a mis le feu. Il y a une loi qui permet de les envoyer en prison pour 5 ou 10 ans. Où est le problème? C'est tout simplement que les pouvoirs publics, à savoir le maire, les gendarmes, ils se disent, non, en fait, ils ont besoin de mettre le feu pour tenir leur système d'élevage. J'ai une école dans laquelle il y a les enfants de 8 familles. On est sur le point de fermer l'école. Si je prends des pères de famille et que je les envoie en tôle parce qu'ils ont mis le feu, mon village, ça ne va pas tellement bien se passer. Donc, ils ne sont pas dénoncés, ils ne sont pas identifiés, les gendarmes ne se mobilisent pas, et donc il ne se passe rien. Ok. Bon, ça n'a pas marché. Alors, on va essayer autre chose. Donc, deuxième tentative qui a été faite, c'est de supprimer le motif. Ça consiste à dire, on n'arrive pas à mettre en place une réponse pénale. Ce qu'on va faire, c'est supprimer l'incitation, c'est-à-dire le bénéfice que les gens tirent à mettre le feu, on va le supprimer. Et donc, l'administration a créé dans ces années 70 un système qui s'appelait l'arrêté d'interdiction de package. L'idée était de dire, quand un périmètre brûle, le maire peut prendre un arrêté municipal spécial, un type d'arrêté municipal qui dit, voilà, sur tel périmètre brûlé, le pâturage des moutons est interdit, moyennant une amende de temps. Donc le raisonnement, c'est de dire, on supprime la possibilité de tirer un gain du fait de mettre le feu, donc les gens vont arrêter de mettre le feu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la même chose qu'avec la prohibition. C'est-à-dire que pour que ce soit mis en œuvre, il faut que le maire prenne sur lui de dire au père de famille, voilà, les 100 hectares sur lesquels tu fais paître tes moutons, manque de peau, ils ont brûlé cette année. Alors
petit clin d'œil, je sais bien que c'est toi qui as mis le feu, ils ont brûlé cette année, donc je prends un arrêté d'interdiction de package nananaire. Ben non, le maire, il fait pas ça. Il ne fait pas ça parce que il ne va pas priver de revenus. Et puis, par ailleurs, il va se reprendre une remontée politique monstrueuse. Parce que le cousin du gars qui ne pourra pas pâturer, il a beaucoup de cousins. Ces cousins, ils ont beaucoup de moyens de persuasion. Dans le contexte corse, par exemple. Mais dans d'autres contextes, ils ont d'autres moyens de persuasion. En tout cas, ils ont beaucoup de moyens pour aller expliquer au maire qu'il y a un petit problème avec le cousin et les moutons. Donc le maire, il dit non, là, c'est pas raisonnable de priver de gagne-pain un père de famille. Et puis, in petto, il se dit, j'ai pas envie des emmerdes qui vont avec ça. Ok, ça n'a pas marché. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, on tente le remède technique. On n'arrive pas à empêcher les gens de créer le problème d'environnement. On tente le remède technique. Alors sur les algues vertes, je n'ai découvert que récemment le remède technique. Jusqu'à il y a 15 jours, je ne savais pas qu'on avait mis en place des usines entières et qu'on dépensait des dizaines de millions d'euros chaque année pour aller ramasser les algues vertes et simplement les neutraliser dans des usines. Donc là, on a en matière d'incendie, le remède technique, ça s'appelle les pompiers. Et donc, au fur et à mesure des années 60, surtout 70, on a mis en place une énorme machine à éteindre les feux en Corse, avec les véhicules motorisés, tout le système d'embauche des pompiers, et puis les avions extincteurs, là, les fameux, à l'époque, les fameux Canadair. Alors là, le problème, c'est que ça marche. L'éleveur met le feu au maquis. Son but, c'est de brûler 500 mètres sur 1 kilomètre. Donc, il allume, les Canadair arrivent, éteignent le truc, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Son problème à lui, il est toujours pas résolu. Donc, il va remettre le feu. Deuxième coup, les Canadair arrivent, les pompiers, on paye des vacations aux pompiers, le feu est éteint. Bon, la troisième fois, il va s'énerver, il va attendre un jour de grand vent, il va mettre le feu, et là, au lieu de brûler 50 hectares, ça va brûler 250 hectares, le vent va emmener le feu et éventuellement brûler de la forêt domaniale de grande valeur économique et écologique, ou bien aller jusqu'aux habitations. Et donc, la raison pour laquelle le problème est devenu si grave au moment où Jean-Marc Nathalie étudie son cas, c'est parce qu'il y a une forme d'escalade entre la mise à feu et l'extinction des feux, qui fait que les gens mettent le feu dans des situations de plus en plus risquées et que le système est de plus en plus incontrôlable, en fait. Si les gens sont obligés d'attendre le jour où on ne peut pas éteindre le feu pour mettre le feu, là, on arrive à des situations de risque extrêmes. Donc, le remède technique, oui, ça résout des choses, mais pas là, dans l'occurrence, ça ne résout pas le problème. Quatrième type de solution, c'est les solutions préventives. La solution préventive, dans ce cadre-là, elle consiste à dire, OK, le problème qui se pose quand on met le feu alors qu'il y a du vent, c'est que le feu va se propager loin. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire de la prévention en créant des pare-feux, c'est-à-dire des couloirs où on a enlevé toute la végétation, de telle manière à ce que le feu s'arrête sur le couloir et par ailleurs que les pompiers aient un accès facile pour circonscrire le feu à une zone entre les pare-feux. Et donc, c'est pour ça qu'on paye des sapeurs forestiers pour essayer d'établir des pare-feux. Mais vous voyez bien que c'est un travail disproportionné, c'est-à-dire que s'il faut faire des pare-feux de 100 ou 200 mètres de large sur toute la longueur, dans la végétation corse qui justement pousse très vite, donc il y a eu utilisation de gyrobroyeurs, etc. Ils ont essayé de mettre en place tout un système technique pour créer ces pare-feux. Ça coûtait cher et c'était pas forcément extraordinairement efficace parce que là le défi est très grand. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quand on a un problème d'environnement ? On va essayer de voir si on peut changer le système de production agricole pour le rendre, pour supprimer dans ce système de production agricole l'incitation à mettre le feu. Alors, première solution qui a été essayée, c'est ce que j'appelle l'alternative dure. Et donc, elle consiste dans un raisonnement technique,
à dire, bah, écoutez, le problème, c'est bien sûr que cet élevage est très extensif, c'est-à-dire qu'on envoie les moutons dans la nature, et puis qu'après, on est obligé de dégager par le feu. Mais tout ça, c'est pas de l'élevage moderne. Si on mettait en place un vrai élevage moderne, on pourrait, avec des surfaces infiniment plus faibles, produire la même chose, et du coup, il n'y aurait pas besoin de mettre le feu. Note de bas de page, vous reconnaissez le raisonnement du land sparing, c'est-à-dire on va utiliser des surfaces pas trop grandes pour produire de manière intensive, et puis à l'extérieur, on va pouvoir du coup conserver des écosystèmes en bon état. Et donc cette solution, elle a été mise en place par une agence, une société d'aménagement, une société d'économie mixte qui s'appelait la SOMIVAC, Société de mise en valeur de la Corse. Alors voilà comment fonctionnait le système tel que décrit par Jean-Marc Nathalie. Le but, c'est de remplacer l'élevage extensif par un système dans lequel on fait de la production intensive de fourrage pour les moutons. Production intensive de fourrage, ça veut dire qu'il faut rendre les parcelles labourables pour pouvoir semer, engraisser, labourer et donc avoir une vraie production techniquement maîtrisée de fourrage. Donc le but, c'est de rendre labourables les meilleures parties du terroir. Alors comment on fait? On s'assure de la propriété foncière d'une parcelle. On n'a pas besoin de parcelles trop grandes, donc c'est pas difficile. Ensuite, on met à disposition, la société de la SOMIVAC met à disposition un matériel qui permet de casser les rochers sous le sol, de broyer les cailloux, et finalement de rendre labourable la parcelle. Et puis la SOMIVAC propose à l'éleveur de lui payer le travail. Dit autrement, pendant l'hiver, on va le salarier à rendre labourable des parcelles de façon à ce que, c'est du moins la théorie d'action qui est derrière ça, ensuite il transforme son système extensif en système intensif. Alors le système a très bien marché, en ce sens que oui, il y a pas mal d'éleveurs qui ont joué le jeu, qui ont emprunté le matériel, qui se sont fait salarier pour effectivement rendre labourable des parcelles. Et puis une fois que les parcelles ont été labourables, ils ont laissé le maquis repousser dessus et ils ont continué à pratiquer l'élevage extensif. Alors pourquoi? C'est parce que la qualité technique de la production n'est pas le seul critère. Il y a aussi des critères en termes de travail. Si vous faites de l'extensif comme c'était fait à l'époque, le matin, le berger fait sortir ses brebis, il les aide à traverser la route, elles partent dans le maquis pour brouter, lui, il retourne à ses affaires, et puis le soir, il revient pour les aider à traverser la route, les traire et faire le fromage de brebis. Capital nécessaire, très peu. Travail nécessaire, pas énormément. Donc rentabilité par rapport au capital et au travail, beaucoup. Si on essaye de faire la même production sur une petite surface, il va falloir acheter du matériel, des tracteurs, des machines à épandre, éventuellement du matériel d'arrosage s'il faut arroser parce que le fourrage risque de sécher. Et puis en termes de boulot, c'est une toute autre affaire d'aller sur son tracteur pour... etc. Donc en fait, c'était pas rationnel, c'était parfaitement rationnel vu du point de vue d'un agronome qui se dit mais comment on peut faire du bon rendement dans ce coin-là et sur peu de surface, et c'est pas du tout rationnel vu du point de vue du berger. Donc ça a marché en termes de mise en œuvre du dispositif, ça n'a pas marché en termes d'impact espéré. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? L'autre solution, c'est l'alternative locale douce. Alors qu'est-ce que c'est ça dans le cas de la Corse? L'idée, c'est de dire, voilà, quelle est la cause du problème? La cause du problème, c'est que la pression de pâturage n'est pas suffisante. Dit autrement, il y a trop de surface pour pas assez de moutons. C'est pour ça que quand les moutons pâturent, ils laissent repousser le maquis. Donc la solution efficace d'un point de vue technique, elle consiste à s'assurer qu'on a mis suffisamment de moutons par rapport à la surface, qu'ils ont tout mangé, y compris les pousses de maquis, et donc que l'année d'après, c'est de l'herbe qui va pousser et pas du maquis. Donc,
le parc naturel régional de Corse a lancé toute une opération pour expérimenter et mettre en place cette alternative douce, avec une exploitation pilote en recrutant un technicien spécialisé de ces questions avec l'aide des organismes de recherche pour mettre en place la solution. Comment marche concrètement la solution ? Il faut deux choses. Il faut premièrement mettre des clôtures pour que les moutons restent bien jusqu'à ce que ce soit suffisamment brouté sur les surfaces. Et deuxièmement, il faut passer une gyrobroyeuse, c'est-à-dire un appareil qui hache menu le maquis. Une fois que ça s'est transformé en copeaux, il pleut, l'herbe pousse, vous envoyez les moutons, ils mangent l'herbe, ils mangent aussi les repousses de maquis, et si vous mettez le bon nombre de moutons dans la bonne rotation, eh ben vous pouvez indéfiniment fonctionner en pâturage. Enfin, je dis indéfiniment, il suffit de venir tous les 4-5 ans enlever quelques pousses de maquis qui auront repris, nettoyer un peu le pâturage, et c'est bon. Et donc ça a été mis en place expérimentalement avec beaucoup de succès. J'étais allé visiter d'ailleurs à l'époque l'installation après le rapport de Nathalie, et on voyait très bien les choix de pâturage créés par ce système. Alors, est-ce que ça a marché ? Non, vous commencez à vous habituer. Hein. Mais pourquoi ça n'a pas marché ? Ça n'a pas marché parce que le problème, c'est la maîtrise foncière. Pour que cette alternative marche, il faut que l'éleveur ait des droits fonciers sur le terrain où il fait ça. Pourquoi ? Dans le système super extensif qui repose sur le feu, comment ça marche les droits fonciers ? Alors, en Corse, le droit foncier français, il a été établi par Napoléon. Ce droit foncier, il prévoit, et tout le droit de propriété d'ailleurs, le Code civil prévoit que quand quelqu'un meurt, ses héritiers sont obligés de se partager les biens et ne peuvent pas rester en indivision. Donc à chaque génération, on est obligé de résoudre les indivisions. C'est ce qui explique qu'en France, en France métropolitaine, chaque parcelle a un propriétaire. En Corse, il n'a pas voulu faire de peine à ses compatriotes corses, et donc il a fait une exception pour la Corse, si bien qu'en Corse, on n'est pas obligé de sortir de l'indivision. Donc à chaque génération, tous les descendants restent propriétaires de la parcelle. Et donc pour chaque parcelle, sauf s'ils veulent sortir de l'indivision, mais pour des parcelles qui valent plus grand-chose, etc., le résultat, c'est qu'il y a des propriétaires multiples, parfois des dizaines de propriétaires, même plus, sur chaque parcelle. Comment les éleveurs règlent le problème ? En fait, ce qui se passe, c'est que sur ces 20, 50, 80 propriétaires sur une parcelle, il n'y en a que 2 ou 3 qui restent au pays. Il y en a qui sont partis vivre au Mexique en 1920 ou qui sont partis en ville à Marseille devenir gendarmes en 1950 ou qui ont fait l'ENA en 1980. En tout cas, il y en a très peu qui sont au pays. Et donc, ça se résout de manière informelle. L'éleveur donne en liquide le loyer aux membres de la famille qui est sur place, et puis ça se règle comme ça aide à ceux qui sont sur place à vivre, à générer un petit revenu. Il n'y a pas d'enjeu, si vous voulez, ça se résout comme ça. Mais si vous mettez des clôtures, que vous transformez ce maquis qui n'a pas beaucoup de valeur en une surface productive agricole vraiment rentable, ben là, il commence à y avoir un enjeu. Et ceux qui sont les membres de la famille qui possédaient le terrain peuvent venir et puis dire, écoutez, c'est sympa, mais là, cette année, c'est nous qui allons utiliser le terrain. Et donc, vous ne pouvez pas persuader quelqu'un qui ne peut pas s'assurer que c'est lui qui pourra continuer à exploiter, de mettre en place tout un système d'exploitation hyper vertueux s'il n'a pas les droits fonciers. Et donc, il s'est avéré impossible de mettre en place une clarification ou un règlement des situations foncières qui aurait permis de transformer cet élevage en un élevage durable. Donc la solution existait, elle a été expérimentée, c'était tout à fait remarquable, mais ça n'a pas été finalement mis en place.
La dernière solution, alors elle n'a pas été essayée, mais c'est en discutant avec un haut fonctionnaire et en réfléchissant à la situation, en fait, il apparaît que ce système est complètement irrationnel du point de vue global. C'est-à-dire que si, au lieu de payer 20 bergers à mettre le feu et 20 pompiers à l'éteindre, on arrêtait complètement l'élevage ovin et qu'on transforme ça en une région forestière, c'est-à-dire qu'on laisse s'étendre la forêt et qu'on la cultive, le potentiel de production serait infiniment plus élevé, l'intérêt économique serait bien plus grand à long terme, l'intérêt écologique serait bien plus grand à long terme, et ça créerait plus d'emplois au total. Donc tout le monde s'y retrouverait mieux. Mais évidemment, ce genre de raisonnement venu de Sirius est complètement inapplicable aujourd'hui, dans un pays démocratique. Pourquoi? Parce que dans un pays démocratique, tous les perdants ont des capacités importantes à dire non, nous on n'est pas d'accord. Même si collectivement tout le monde y gagnerait, non, nous on veut continuer à vivre au pays de l'élevage. Et puis vous pouvez toujours nous expliquer qu'on pourrait devenir bûcheron ou menuisier, nous c'est pas notre truc. Il faut voir que dans des contextes plus autoritaires, comme la France du Second Empire, on a planté la forêt des Landes de cette manière-là. C'est-à-dire que l'Empire a décidé qu'on allait transformer une région de zone humide et d'élevage de moutons en une région de production de forêt. Mais parce que la dissymétrie de pouvoir était telle que le gouvernement et ses alliés économiques, les futurs propriétaires forestiers, étaient en mesure d'imposer ce remplacement général d'une économie et donc d'une écologie par une autre. Aujourd'hui, on a des exemples chinois très intéressants de reforestation qui se mettent en place dans un système un peu du même type, où on décide que dans une zone de 50 km sur 50 km, on va remplacer l'élevage extensif par de la forêt. Et voilà, hop, on y va et on le fait. Donc il y a des cas incroyables là, en Chine de reforestation à perte de vue dans des paysages gigantesques. Mais là, dans les années 70, on va discuter en 2 minutes, dans les années 70, c'était même pas envisageable. C'était plutôt un mouvement d'humeur d'un fonctionnaire ou de l'économiste ou de l'écologue qui se dit mais c'est quand même dingue, on va faire ça. Mais aujourd'hui, quand je vois des projets qu'on fait en Guyane, il y a actuellement les élèves du master spécialisé de Montpellier, leur étude de terrain en Guyane, c'est un projet pour faire de l'énergie biomasse en coupant la forêt primaire en Guyane. C'est-à-dire qu'on va mettre une installation d'énergie biomasse et on va couper la forêt primaire pour brûler les arbres. Tout ça, sans doute, avec des bonnes subventions à la clé. Donc, le point de vue de Sirius qui consiste à se demander est-ce que c'est rationnel le système, il ne conduit pas à des solutions pratiques, mais il est quand même utile pour relativiser parfois l'absurdité de certaines situations environnementales. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La solution, quelle a été finalement la solution qui a marché? Alors, la solution qui a marché, ça a été la suivante. Puisqu'on était dans cette escalade entre d'un côté les mises à feu et de l'autre côté l'extinction, et que les feux devenaient de plus en plus graves, l'idée, ça a été de dire, bon, on ne va pas pouvoir arrêter complètement les feux. Ce qu'il faut maintenant, c'est que les feux se passent de manière maîtrisée et contrôlée. Et donc qu'on se mette d'accord avec les bergers pour qu'ils ne mettent à feu que dans des zones où ça ne pose pas de problème grave et à des moments où ça ne pose pas de risque grave. Alors comment l'administration peut faire volte-face depuis c'est interdit de mettre le feu à on va se mettre d'accord pour que vous mettiez le feu au bon endroit au bon moment? Mais il faut d'abord redéfinir le cadre de pensée et trouver des nouveaux mots. Alors le nouveau mot, c'est écobuage. Alors l'écobuage, c'est une pratique agronomique qui consiste, quand vous avez un sol trop riche en matière organique, un sol tourbeux par exemple, à brûler le sol lui-même pendant qu'il est sec pour diminuer la matière organique et puis l'enrichir en matière minérale. Donc on a utilisé le même mot, alors que ça ne veut pas dire, c'était une utilisation un peu impropre, pour dire, ben voilà, ce ne sont plus des incendies, c'est une pratique agronomique, qui consiste à
incinérer la végétation. Donc ce ne sont plus des incendies, c'est une incinération agronomique de la végétation destinée à rétablir les conditions de pâturage acceptables pour les moutons. Donc le premier élément, c'est de changer les éléments de langage pour que ce qui était une catastrophe la veille devienne un truc volontaire le lendemain. Le mécanisme qui était envisagé par les autorités était de dire, voilà, les bergers vont faire une déclaration d'écobuage, l'administration va donner son accord, et puis le jour venu, on va faire venir quelques pompiers pour vérifier que les choses se passent bien, et puis ils vont brûler leurs 50 hectares, et puis voilà, ou leurs 100 hectares, et puis après, on ne sera plus dans cette escalade de fou entre l'allumage et l'extinction des feux. Alors ça n'a pas marché exactement comme ça. Alors pourquoi pas ? Tout simplement parce que les éleveurs n'ont jamais eu des garanties juridiques suffisantes que leur responsabilité n'était pas engagée, au cas où malgré tout le feu tuerait quelqu'un, un randonneur imprudent, Dieu sait qui, ou bien qui passe aux maisons. Mais ce qui s'est passé, c'est que, en fait, cette règle a changé le comportement de la sécurité civile, qui a arrêté d'éteindre les petits incendies, et qui spontanément a fait une sorte de retrait unilatéral en disant « Ok, là, on va laisser cramer 100 hectares. » Et après, on va juste se contenter d'éteindre les débordements, etc., etc. Et donc, de manière informelle, c'est le système qui s'est mis en place. Il y a eu une sorte de désescalade dans le processus d'allumage-extinction, après que les autorités aient ralenti leur zèle d'extinction totale. Et la situation s'est stabilisée un peu autour de ça à l'époque. Les efforts du coup des sapeurs forestiers ont été recentrés sur les abords des villages, c'est-à-dire d'enlever la végétation qui pouvait mettre les villages trop en risque. Hein. Donc voilà un cas qui à l'époque m'avait terriblement frappé et que aussi bien Gilles Barouche dans son livre à lui que moi dans mes propres travaux, on a repris pour illustrer nos idées. Ce n'étaient pas les mêmes idées, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on a utilisé le même cas pour développer et illustrer des idées assez différentes sur le fond. Je me demandais qu'est-ce qu'il en était actuellement. C'est toujours comme ça que ça se passe. Alors actuellement, je ne connais pas précisément la situation, mais vous voyez bien que là, c'était il y a très très longtemps, 78, j'arrive même plus à compter, là, ça fait 40 ans en fait. En fait, ce qui se passe depuis, c'est que je pense que l'élevage au vin, il y a beaucoup moins d'élevage au vin. Donc aujourd'hui, si on allait en Corse, on trouverait le système des vaches subventionnées. Vous vous rappelez du dossier des vaches corses, où quand on comptait les vaches sur le terrain et quand on regardait dans les dossiers le nombre de subventions reçues pour les vaches, on avait du mal à se convaincre qu'on avait des capacités mathématiques harmonieuses. Donc en fait, les systèmes d'exploitation ont changé et donc je ne connais pas la situation actuelle. C'est pas la situation, elle n'est pas devenue durable. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir qu'au fil de l'histoire, ces espaces, comme tous les espaces en France, ils ont changé de vocation. Au début du XXe siècle, tout cet espace-là était cultivé. La majorité de cet espace était cultivé. C'était des terrasses cultivées en céréales, en vergers, etc. pour le système agricole traditionnel. Et donc, ce système de pâturage et de maquis, c'est simplement parce que le paysage traditionnel a été abandonné, purement et simplement, et qu'à la place s'est mis en place cette végétation de maquis et puis ce système d'élevage extensif. Donc, je n'ai pas d'infos précises sur la situation actuelle. D'autres questions ou réactions à ce cas de la Corse? Au final, c'est quand même un échec. Parce que, il y a quand même une perte. Bah oui. Bah oui, non. Il y a une dégradation de l'écosystème quand même. Bah oui, mais c'est un échec. C'est un échec qu'on trouve dans une foule d'endroits. Hein, si vous allez dans les Pyrénées et que vous regardez les versants qui sont envahis par les fougères complètement stériles et qui brûlent régulièrement, si vous allez en Asie, on a fait une mission aux Philippines l'année dernière
où là, c'est carrément des chaînes de montagnes entières dans lesquelles il y a une herbe qui s'appelle le kogon, qui est absolument inutilisable par quoi que ce soit et qui brûle tous les ans ou tous les 2 ans ou très souvent, qui a remplacé complètement les écosystèmes forestiers initiaux. Donc si vous voulez, ce genre de situation dégradée qui se stabilise plus ou moins est extrêmement fréquent. Hein. On est bien dans le cœur des problèmes d'environnement. Hein. Ce n'est pas une exception ou un cas incroyable que je vous raconte. C'est ce qui se passe quand on va sur le terrain et qu'on essaie de comprendre pourquoi on se retrouve avec des écosystèmes dégradés et qui restent dégradés. Ça me pose question sur comment ce problème-là est apparu. Parce que j'imagine qu'avant, les gens prenaient soin de leur environnement. Je veux dire que ça date pas de... Il y a des siècles. C'est assez récent, mais qu'est-ce qui a pu faire changer la mentalité des gens c'est pas la mentalité, c'est que je viens de vous le dire, au début du XXe siècle, tout ça c'était des champs cultivés, des vergers, des potagers, des arbres utilisés pour le bois énergie, etc., etc. Et cet espace a été abandonné. L'exode rural, vous avez entendu parler de l'exode rural ? La campagne française a été littéralement abandonnée progressivement, d'abord après la Première Guerre mondiale, parce que beaucoup de gens avaient été tués, ensuite une deuxième vague d'abandon après la Deuxième Guerre mondiale, et donc il y a des espaces immenses en France qui ont été abandonnés. Quand je me promène autour de chez moi, à la frontière entre Champagne et Bourgogne, les flancs de collines sont couverts par des forêts de pins sylvestres, des forêts mixtes, des prévois, etc. C'est tout du pâturage abandonné, qui a été abandonné il y a 40 ans, 60 ans, 80 ans. Donc, et le village dans lequel je réside a aujourd'hui moins de 200 habitants, il en avait 1900, il en avait 1200 en 1900. Donc, en fait, c'est bien des transformations majeures, à grande échelle, qui se traduisent par cette transformation du paysage. Et quand on revient en arrière, si vous allez la Champagne pouilleuse, qui s'appelait Pouilleuse, si on se situe en 1930, c'est d'immenses étendues de landes à moutons, un des endroits les plus pauvres de France sur le plan agricole. Aujourd'hui, c'est des zones les plus riches de France sur le plan agricole parce qu'on a inventé les engrais et l'agriculture mécanisée, et donc c'est devenu de la grosse production céréalière. Donc les paysages se transforment et les systèmes sociaux qui vont avec se transforment. Puis quand tu dis les gens prenaient soin de leur environnement, pas forcément en fait. Enfin, quand tu dis historiquement, pas forcément, non. C'est quelque chose qui n'existait pas. Enfin, par exemple, quand Colbert s'est dit bon, on attend une marine, on va couper les arbres, il s'est pas dit on va sauver la forêt. Il s'est dit il faut qu'on rationalise, il faut que les arbres poussent, parce qu'on a besoin de tant d'arbres par rapport à la flotte. Enfin, la notion de prendre soin de l'environnement en fait est hyper récente. Donc, enfin, c'est plus de l'intérêt de dire je prends soin de l'environnement immédiat. Pour un intérêt, donc là par exemple, je coupe mes arbres. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que les gens gèrent avec soin les ressources dont ils dépendent. Ça, je pense qu'on peut le dire. Mais à partir du moment où il n'y a plus personne qui dépend de cette ressource, c'est-à-dire qu'en Corse, là, vous n'avez plus que quelques éleveurs, là où il y avait avant des milliers de familles qui dépendaient du système agricole, il ne vous reste plus que 2 douzaines d'éleveurs qui dépendent de l'élevage super extensif sur le même espace. On est tombé à des enjeux presque nuls. C'est comme un bâtiment abandonné, si vous voulez. Et dans d'autres cas, c'est d'autres types de transformations. Ça peut être au contraire l'explosion démographique, comme aux Philippines, qui fait que les gens pratiquent une agriculture complètement destructrice, juste pour se payer des nécessités de court terme. Donc, peut-être avant la pause, quand même un mot de conclusion sur ce cas de la Corse. Évidemment, c'est pas bon pour le moral, parce que mais le point important, c'est qu'un vrai problème d'environnement, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une situation
dans lequel se sont nouées des manières de faire, des règles, des relations, des intérêts, etc., qui font système, et ces situations sont très difficiles à changer. Vous voyez dans le cas de la Corse, non seulement que les tentatives pour changer n'ont pas vraiment marché, mais qu'en plus, elles ont été récupérées par le système, se sont intégrées dans le système pour devenir finalement une partie du problème et plus de la solution. Donc ce point-là, on va le trouver partout. Si on se penche sur les algues vertes en Bretagne, ben, si la solution pour les algues vertes, c'est de créer des usines de méthanisation pour transformer en biogaz l'excès de matière organique des élevages porcins, ben, une fois qu'on aura fait ça, il va falloir rembourser ces usines de méthanisation, il va falloir continuer l'élevage intensif pour les faire tourner, et ça va verrouiller et rendre extrêmement difficile de muter vers d'autres formes d'agriculture. Hein, donc non seulement le système résiste au changement face aux solutions, mais il absorbe les solutions d'une manière qui le renforce. Hein, donc ce sentiment de « oulala, c'est difficile », il est légitime, ce n'est pas le cas particulier de la Corse qui le motive, hein. C'est bien pour ça que les problèmes d'environnement, c'est compliqué souvent. Donc après la pause, je vous raconterai une deuxième histoire déprimante, et puis après d'autres histoires moins déprimantes, et ensuite on pourra se poser à partir de là les questions théoriques auxquelles je voudrais vous introduire aujourd'hui.